Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur La Ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va discuter ensemble de ma première liste de Codex Tyrannide V10. Alors, ce sera une liste Nexus. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'en avais un petit peu parlé au travers quelques orientations que je vous donnais dans la revue sur le Codex. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la flotte ruche Nexus, ça me rappelle vraiment Léviathan, le style de jeu un petit peu polyvalent, tir corps à corps, de la résistance, des options de létalité, un retour un petit peu de ce qu'on a pu voir en V9 avec le smite dissimulé via le stratagème qui permet de mettre des blessures mortelles à l'adversaire lorsque celui-ci rate un test de Battle Shock. Tout ça me plaît bien, donc c'est la flotte ruche vers laquelle je me suis dirigé initialement. Il n'est pas du tout impossible qu'à l'avenir je fasse d'autres vidéos similaires de présentation de listes sur d'autres flottes ruches, parce que effectivement le codex c'est quand même hyper riche, donc il y a moyen probablement de faire une vidéo pour chacune d'elles. Je pense pas trop m'engager trop fort en disant que je ferai sans doute une vidéo sur la flotte ruche invasion. Pourquoi? Parce que c'est la flotte ruche qui me paraît la plus polyvalente, et donc pour attaquer l'étude de ce codex, entre guillemets, une flotte ruche invasion, c'est le bon chemin pour les débutants, donc sans doute une vidéo pour les débutants pour comment attaquer la prise en main de ce codex. Ensuite, sans doute une vidéo sur le Vanguard, parce qu'évidemment la flotte ruche avant-garde, c'est très sexy, je l'ai un petit peu joué, j'ai été assez déçu personnellement, mais je pense qu'il y a des choses à faire dans un style de jeu très scoring. La flotte ruche Crusher Stampede, j'en parlerai sans doute aussi au travers d'une vidéo, tout simplement parce que je pense qu'il y a des choses à faire, et je pense qu'il y a des... Contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre, je pense que cette flotte ruche garde quand même des vertus assez intéressantes, même si elle a de grosses faiblesses, il faut quand même l'avoir en tête, notamment dans les listes en équipe, je pense, parce que c'est des listes où il y a tellement de véhicules, ou de châssis en tout cas à haute endurance, que si l'adversaire n'a pas suffisamment d'armes anti-char, il peut se retrouver vraiment débordé, donc la flotte ruche n'est pas à jeter non plus. La seule flotte ruche dont je ne parlerai probablement pas, c'est la flotte ruche de Swarm, tout simplement parce que je pense que c'est la plus simple en termes de lisibilité. Il s'agit évidemment de jouer le maximum de grunt, soutenu par des unités de buff pour les rendre le plus résistants possible, et capitaliser sur des outils de DPS que l'on peut obtenir via le codex, indépendamment des flottes ruches. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y aura sans doute 2 à 3 vidéos sur les différentes listes que je pourrais vous proposer, qui verront le jour durant cette V10, en tout cas durant la durée de vie du codex. Ça sera sans doute aussi peut-être, je serai peut-être invité à le faire par des dataslates ou des choses comme ça qui pourraient mettre une ou l'autre des flottes ruches sur le devant de la scène. Mais en tout cas, la première que je voulais vous présenter, c'est la flotte ruche Nexus que je traîne depuis 3-4 semaines maintenant, essentiellement sur TTS et dans quelques tournois. Avant d'attaquer la présentation de la liste Nexus que je vais vous présenter dans cette vidéo, petit point sur le projet t-shirt. Donc on a réuni, Wark et moi, grâce à votre concours, un petit peu moins de 300 € à l'heure où je fais la vidéo. C'est très cool, je suis hyper contente. Comme je vous l'avais dit, l'argent va partir à Wark pour le remercier de sa contribution à la mise en lumière, en musique de tout ça. Donc ça c'est vraiment très cool, je vous remercie encore. Je maintiens l'opération Tipeee jusqu'au 31 octobre qui verra donc la clôture et le tirage au sort des 2 personnes qui seront donc désignées pour gagner les t-shirts. Donc il y en aura 2 le 31 octobre, donc jusqu'au 31 octobre vous pouvez donner pour ce projet de t-shirt. À l'issue vous pourrez continuer à donner évidemment. Ça se permettra de faire vivre la chaîne entre guillemets, même si j'ai vraiment aucune ambition à ce niveau là. Le but c'est juste de laisser le Tipeee se poursuivre et potentiellement réitérer ce type d'opération pour rémunérer Wark tout simplement. Je vais donc maintenant vous parler de cette liste Nexus qui donc est ma première liste Tyrannide Codex en V10. Première des choses, pourquoi Nexus? Alors j'aime beaucoup Nexus, pourquoi? Déjà parce qu'elle a 2 stratagèmes qui sont battle de tactique, l'un défensif, l'autre offensif. C'est très bien parce que du coup, rappelez-vous, avec la capacité du prince, on peut rendre gratuit un stratagème pendant votre tour et pendant le tour adverse. Donc c'est très intéressant d'avoir un stratagème à utiliser prioritairement sur votre tour, la reroll des 1, et l'autre qui va dégrader la perforation d'armure des armes de vos adversaires. Là, ce sera plutôt sur le tour adverse. C'est très intéressant, comme ça vous capitalisez la capacité du Hive Tyrant à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment très bien.
L'autre chose que j'aime beaucoup en Nexus, c'est cette faculté de mettre de la blessure mortelle en faisant des Battle Shock. Le Tyrannide joue énormément sur le Battle Shock, donc avoir cette faculté de blessure un petit peu hors phase, je trouve ça très intéressant. C'est assez stable, vous lancez 6 dés, sur un 3+, vous mettez de la mortelle, c'est-à-dire qu'en statistique, vous mettez 4 blessures mortelles jusqu'à un maximum de 6. C'est extrêmement intéressant pour sortir par exemple des personnages, des figurines qui seraient possiblement assez pénibles à attraper. On pense aux petites figurines non opératives ou aux personnages qui ont des bonnes envues qui vont être assez pénibles à sortir. Là, vous allez pouvoir les sortir instantanément. En plus, d'ailleurs, les caps de PV en général sont un peu baissés en ancienne V10. On a beaucoup de personnages à 4-5 PV. Donc c'est intéressant de pouvoir sniper ces unités entre guillemets un petit peu pénibles à aller chercher, ou en tout cas qui imposeraient du trade là où vous n'avez pas envie d'y aller en tout cas. Donc j'aime bien cette faculté là, et en plus ça me rappelle la V9 avec tous ces smites, les blessures mortelles. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien cette faculté là. L'autre chose qui est très intéressante, c'est ce désengagement tir-charge qui donne à vos unités vraiment une pérennité dans la partie. Il n'y a pas de risque de se faire éteindre ces zoanthropes, qui ont d'ailleurs beaucoup augmenté en points, ou une exocrine qui se retrouve cliquée et qui n'aime pas du tout ça. Là, vous avez juste à vous désengager, vous tirez quand même, c'est quand même très intéressant. Enfin, les 3 choses qu'il faut aborder, c'est les impératifs de cette Flotte Nexus, qui sont les suivants. +1 à la touche au corps à corps, une invue à 5 sur toute votre armée, et un +1 en advance et en charge. Ces adaptations s'utilisent une fois par bataille pendant un round, donc vous allez avoir 3 rounds sur 5 auxquels vous allez pouvoir utiliser ces capacités-là. Moi je trouve ça assez intéressant, notamment les invus qui vont permettre de faire tanker vos Ormagaunt ou vos Gaunt de manière assez solide. C'est aussi intéressant pour les exocrines qui vont avoir du mal à tanker les gros tirs anti-char, donc là vous avez une faculté pour vous protéger. Le +1 à la touche est franchement très très bon, que ce soit pour les Nords quand ils passent en dégressif, pour les Ormagaunt, pour les guerriers, pour le prince qui potentiellement n'est pas à l'abri d'un -1 pour toucher. Et enfin, le +1 en advance et en charge, là aussi c'est très intéressant parce que ça n'a l'air de rien, mais les Ormagaunt advance et charge, donc c'est un +2 au mouvement sur eux. Et globalement, un +1 en charge, dans un jeu où on n'a pas du tout envie de relancer des jets à cause de jets de charge ratés ou ce genre de choses, c'est quand même très intéressant. Et ça vous donne une certaine forme de lisibilité tout simplement. Vous savez que vous allez bouger de au moins 2 sur une advance, ce qui est quand même intéressant pour la prise d'objectif. Donc tout ça me plaît bien, voilà, c'est une flotte ruche qui est assez stable, qui moi me plaît beaucoup à ce niveau-là, et clairement, en plus ça permet de jouer les figurines que j'aime bien, donc c'est cool. Donc voilà, la flotte ruche, le choix de cette flotte ruche c'est pour ces raisons-là. Au niveau de la composition de celle-ci, alors on va commencer par les personnages. Le premier ça va être le Death Sleeper. Le Death Sleeper il est très intéressant, c'est un personnage utilitaire à mon sens. Pourquoi utilitaire? Parce que déjà, on va en parler tout de suite, j'avais dit dans les précédentes vidéos que le Tyrannide fonctionnait très bien en fixe. C'est vrai, mais c'est pas toujours vrai. Alors qu'avant vous aviez très très envie de jouer toujours en fixe, quel que soit l'adversaire, ou alors à de très rares exceptions. Désormais, je trouve qu'on joue beaucoup plus en Maelstrom qu'en fixe, parce que déjà les armées ont tendance à avoir appris à jouer contre le Tyrannide, on a un biovore de moins en général, ou en tout cas les Spormines ne peuvent plus se spammer de la même manière qu'avant. Au niveau, si on joue qu'un biovore, le risque qu'il se fasse tuer est 2 fois plus important que si on n'en jouait qu'un, donc tout ça pousse à aller plutôt vers un jeu Maelstrom. Moi personnellement, j'ai un peu de mal avec ça, parce que je trouve que ça déporte encore de l'aléatoire sur le scoring, donc je n'aime pas jouer en Maelstrom, mais j'étais obligé de finir par y passer, tout simplement parce que c'était trop contraignant parfois de jouer en fixe, et aussi beaucoup moins, ça rapportait beaucoup moins, parce que c'est vrai aussi sur des... Le Tyrannide n'est pas un codex exceptionnel, mais ça vous donne des opportunités de jeu de manière un petit peu aléatoire, et qui peuvent être des fois très intéressantes sur le gain de points en fait. Parfois, juste prendre un objectif du No Man's Land va vous rapporter 5 points, quand des fois vous allez devoir chercher à faire un engage ou un behind enemy line avec une ressource, là où parfois ça va vous générer de perdre des unités. En plus de ça, le Tyrannide a quand même une panoplie d'unités extrêmement intéressante pour faire du Maelstrom, donc à ce niveau-là, le scoring tactique est très intéressant. Le Death Sleeper, il permet quoi déjà? Il permet une récupération des PC si on tue des personnages. Il a aussi l'option de pouvoir faire des précisions, donc de taper au corps à corps sur des personnages. Donc là c'est très intéressant parce que maintenant que cette liste n'est pas une flotte ruche invasion, eh bien on n'a pas cette faculté de précision qu'on avait dans l'invasion. Donc avoir un personnage qui tape un peu, qui est à même de sortir les personnages buffers dans les unités adverses, je trouve ça très intéressant.
Donc le Death Sleeper, extrêmement cool. Sa capacité d'infiltration, couplée à tous ses outils de résistance, l'on opérative, discrétion, etc., en font un très bon gardien d'objectif une fois que, entre guillemets, vous n'avez pas envie de mettre des ressources dessus, vous mettez le Death Sleeper dessus et ça va être très pénible pour votre adversaire pour vous le sortir. Si le Death Sleeper est caché derrière un occultant, c'est impossible de lui tirer dessus en général. Si on vous charge, il faudra mettre une vraie ressource parce qu'entre son invue à 4, son endurance 6, potentiellement des relances, on imagine aussi le fait qu'il a un Fight First, donc il va taper avant. Tout ça fait que c'est une figurine qui est extrêmement bonne pour son coup en point et qui est vraiment une plaie pour l'adversaire. En plus de ça, il a la faculté d'imposer des Battle Shock dès que l'adversaire n'est pas au maximum de sa force, donc ça c'est extrêmement fort, et en plus de mettre un -1 en commandement. Donc tout ça fait qu'on synergise le commandement et on va le voir dans cette liste, c'est quand même assez structurant. Le Hive Tyrant. Alors le Hive Tyrant, lui, je le trouve, il a augmenté en points, je trouve que c'est dommageable parce que c'est vraiment une unité qui est très bonne, mais qui manque vraiment, je trouve, d'impact sur la table. En général, vous allez plutôt avoir envie de le cacher. Alors moi, au début, je l'avais joué complet corps à corps, parce que je me suis dit, de toute façon, je vais chercher à le cacher, donc il ne tirera pas. Alors, entre guillemets, je ne prendrai pas le risque de le rendre visible pour des 3 tirs de canon venin. Je suis repassé en Heavy Canon. Pourquoi ? Parce que en fait, quand vous allez le sortir, franchement, il faut bien reconnaître que si votre adversaire a à la fois le +1 bless, que vous avez retiré le couvert, et que vous pouvez faire un blast dessus, ça génère un certain nombre d'attaques, en plus, qui sont dégâts 3. Sur les armées type IK, c'est un apport de létalité qui est loin d'être négligeable pour sortir un IK ou une chose comme ça. Donc en vrai, je le trouve intéressant. Là où les 4 attaques de griffe, force 7, PA-2, dégâts 2 sont correctes, mais je trouve que le dégât 2 est un peu léger. La force 7 également, et toujours cette PA-2 qui est toujours un petit peu problématique. En tout cas, les deux options sont jouables. Là, moi, j'ai décidé de vous présenter celle-ci avec l'Heavy Canon. Vraiment, il n'y a aucun problème à le jouer en complet corps à corps. Il sera également très bien. Ce prince-là a une amélioration qui lui confère un -1 dégâts, donc ça c'est extrêmement fort, notamment parce que là, le prince, si on calcule bien, il peut avoir -1 dégâts, -1 PA, endurance 10, invue à 4. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement solide. Dans mes tests, il m'est arrivé de me faire charger par des Custodies qui avaient force 7, qui ont du coup une PA -2, qui passent à -1. Il y a vraiment moyen de sauver, les dégâts 2 des custos sont réduits à 1, donc vraiment, vous avez un tankiness au close et au tir avec cette figurine qui est extrêmement intéressante. Par contre, vous allez subir très très fort tout ce qui est blessure mortelle, les tank shocks sont dramatiques sur des figurines comme ça. Donc le prince est toujours un très bon outil, hein, c'est une excellente figurine, mais c'est une unité qu'il faudra engager en dernier recours parce que c'est vraiment très synergisant pour votre armée. Et il ne faut pas imaginer que votre prince, ça va être lui qui va être à la pointe de l'assaut. Au contraire, il faut plutôt qu'il soit en deuxième volet pour potentiellement faire l'essuie-glace, pour enlever les unités qui arrivent chez vous, tout en étant préservé. Petit errata par rapport à la fac WTC qui est sortie très récemment et qui désormais clarifie un petit peu les wordings pour tout ce qui est les annulations de coups de CP. Malheureusement, le stratagème qui permet de relancer les 1 à la touche et à la blessure cible une unité ennemie, ce qui n'est plus possible désormais dans le cas d'une annulation de coups en point de commandement sur un stratagème. Donc il n'est plus possible d'utiliser ce stratagème gratuitement avec la capacité d'un Hive Tyrant. C'est dommage, ça nerfe un peu la liste. Voilà, en tout cas, la liste reste complètement jouable, mais petit nerf à ce niveau-là. Ça touche également la flotte rouge Vanguard avec l'attaque surprise qui permettait de relancer les jets, d'avoir un +1 à la touche et potentiellement un +1 à la baisse sous condition sur une unité adverse. Donc là, malheureusement, petit nerf de la capacité du prince qui était, on va pas se mentir, un élément très fort pour inclure un prince dans une liste d'armées. Le Neurotyran. Alors le Neurotyran, moi je trouve exceptionnel, hein. Sa capacité qu'on connaît, qui donne un -1 à l'ombre dans le warp, synergise vraiment cette faculté de tyrannie, donc pour moi il est vraiment obligatoire dans beaucoup de flottes ruches. C'est le seigneur de guerre, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est moins exposé que les deux autres, et contre les IK on n'a surtout pas envie de le perdre, donc là on le laisse cacher pour éviter de donner des buffs à l'IK. C'est simplement pour ça, hein. De toute façon, le Trade Warlord, en général, il est donné à un personnage vraiment très peu exposé pour justement éviter ce risque en cas de décès de votre Warlord. Il a l'amélioration qui lui donne un +1 PA et +1 en force sur son lance-flamme, ce qui transforme son lance-flamme en force 6, PA-2, dégâts 2, ignore cover avec 2 d6 de touche,
c'est extrêmement fort. Là, franchement, les Overwatch se réfléchissent vraiment. Votre adversaire va vraiment devoir faire très attention parce que des Overwatch de cette unité-là, si vous ciblez la bonne unité, c'est souvent très rentable. La PA-2 in your cover, c'est extrêmement fort au tir. Et la Force 6, c'est un palier extrêmement intéressant, que ce soit sur les infanteries d'élite ou sur la masse. Donc, c'est vraiment une très très bonne unité. Moi, je trouve que le Neurotyran, il faut essayer de le garder jusqu'à l'utilisation de l'ombre dans le Warp. Et ensuite, il faut vraiment chercher à l'exploser pour que l'adversaire essaye de le tuer en fait, parce que avec ses 9 PV, son invu, il peut quand même être assez solide. Donc le Neurotyran, vraiment une bonne figurine de DPS et de soutien à l'armée au complète. Ensuite, les Ormagones, c'est les 2 troupes de mon armée. Alors, pourquoi des Ormagones? Tout le monde voit beaucoup de gargouilles, et ben moi je trouve qu'en Nexus, les Ormagones sont très bons. Pourquoi? Déjà parce qu'ils sont 10 points moins chers. Donc déjà 10 points moins chers, on cause par rapport à des gargouilles, 10 points moins chers, ça veut dire que vous mettez en fait quasiment un Reaper Swarm en fait, pour 2 unités de Gaunt, d'Ormagaunt à la place de gargouille, vous mettez une Reaper Swarm. Et un Reaper Swarm, c'est intéressant pour un outil de scoring. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, impactant ces 10 points de différence entre les 2 unités de Gaunt. Au niveau de leur projection, en fait, on est dans la même projection, voire un peu plus sur les Ormagaunt, à condition de charger. Là où les gargouilles n'ont pas la nécessité de charger, ils ont juste la nécessité de tirer pour arriver sur les objectifs. Alors évidemment, charger ça vous expose davantage. Maintenant, attention, parce que dans cette flotte ruche, on peut avoir des Ormagaunt qui touchent à 3+, reroll les 1, avec un potentiel plus 1 bless. Et là, en fait, on cause, parce que quand on balance 30 attaques sur du 3+, reroll les 1, qui vont laisser à 5 ou à 4 avec les buffs, on obtient quelque chose de vraiment intéressant pour 65 points. Faites quelques stats, moi je les ai faites. Ça tue par exemple un pack de D-Boys Orc. Donc intéressant parce que ça vous offre vraiment cette faculté de vous attaquer à condition d'être synergisé à des unités relativement plus chères que vous, et vous n'allez pas réellement craindre d'envoyer vos Ormagaunt sur des objectifs. Vous allez charger 5 araignées spectrales par exemple, vous allez les tuer. Vous allez charger des Rangers, vous allez les tuer, des Scouts Space Marine, ce genre de choses, et apporter d'Ormagaunt à condition d'être synergisé. Donc je trouve que les Ormagaunt sont intéressants, ils ont le même rôle dans ma liste que les gargouilles, à savoir voler les objectifs adverses pour décliner son primaire, mais je conserve une faculté d'agression grâce à ces figurines-là. L'autre avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de tireurs loss aujourd'hui dans la méta, et leur puissance en sauvegarde les aide quand même pas mal. Et donc ça c'est quand même intéressant, ils vont sauvegarder à 4+, en étant hors loss, donc c'est intéressant. Par contre on n'a pas le repop des Ormagaunt, donc il s'agit d'essayer de les préserver au maximum, d'où l'intérêt de ne pas mettre des gargouilles qui seraient extrêmement sensibles à ce genre de tir. Les Ormagaunt sont un peu plus tanky, donc en ça ils sont plus intéressants. Chaque Gaunt vivant, c'est 2 OC en plus, qui est loin d'être négligeable. Enfin, l'autre chose, c'est qu'en fait, sur les impératifs, ils en profitent pleinement des 3, que ce soit le +1 touche, l'invu ou le +1 en advance et en charge, ça leur donne ni plus ni moins qu'un +2 en mouvement, à condition de charger. Donc je trouve que c'est quand même très très bien comme unité, donc ça en fait une très bonne troupe de base. Le Biovore, ai-je besoin de vous le présenter? Non, je ne pense pas, c'est simplement un outil de scoring, hein, avec le déploiement de Spore Mine. Il faut quasiment toujours utiliser cette ressource pour faire ses objectifs, ou alors pour simplement protéger sa backline par exemple. Vous n'avez pas envie de laisser vos Ormagaunt toute la partie chez vous pour éviter de vous prendre des faibles qui peuvent arriver après le tour 3, et ben c'est intéressant de prévoir ça un petit peu au début de partie, et de screener avec des Biovores, en tout cas avec les Spore Mines des Biovores, votre backline pour éviter que l'adversaire vienne vous attraper. C'est aussi intéressant, hein, si vous voulez avoir un objectif qui est un petit peu plus dur à aller prendre pour vos adversaires, vous mettez plusieurs Spore Mines dessus au fur et à mesure de la partie, et votre adversaire va avoir beaucoup de mal à rentrer, parce qu'il peut prendre potentiellement assez cher s'il vient à portée de cette unité. Donc, bon, intéressant. Pour ça, Biovore, je pense que toutes les listes en auront un, ça me paraît vraiment obligatoire. 2 exocrines. Alors les exocrines en Nexus, elles sont intéressantes pour le désengagement de charge, pour le +1 enfin pardon, pas le +1, mais l'invu à 5, donc là encore c'est intéressant d'avoir les 2 exocrines qui vont être en fond de cours, bien souvent à portée du Neurotyran, ou alors le Neurotyran aura mis les 2 Neuroclide pour le rendre Synapse, donc vous allez avoir des exocrines qui vont être à portée Synapse en permanence, et qui vont pouvoir envoyer un certain nombre de tirs en force 8, PA-3, dégâts 3, avec une bonne PA. Donc ça c'est intéressant, c'est une figurine qui est vraiment pas chère. En fait l'exocrine de base n'est pas exceptionnelle, mais à 135 points, c'est très chiant pour votre adversaire à tuer. Vous avez une invue, donc ça c'est très cool parce que ça va vous permettre de tanker un peu mieux.
à couvert, vous avez une simili de plus, donc vous avez quand même une figurine avec 14 PV qui est assez pénible à tuer et qui a tendance à plutôt bien vivre d'être en dégressif, même à un PV, une exocrine reste complètement intéressante. Donc voilà, c'est un gros power creep là-dessus, anti-infanterie, lourde en général, et le blast fait que c'est quand même pas dégueu, même sur la masse. Donc les exocrines sont vraiment très bonnes pour potentiellement se placer dans les couloirs de tir où on veut que l'adversaire vienne. Et je vais en parler de ça tout à l'heure dans pas très longtemps. Les neurolictors, eux, très intéressants, c'est des outils d'infiltration qui vont permettre en fait de générer des battle shocks à 12 pas en phase de commandement sur votre adversaire. Et si l'adversaire est battle shock, donc rappelez-vous toutes les solutions de battle shock que l'on peut avoir via le Death Sleeper, via l'ombre dans le warp, renforcé par le neurotyran, plus ces unités-là, on peut générer vraiment beaucoup de battle shock et à un moment ou à un autre, votre adversaire va les louper. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est une unité qu'il ne faut surtout pas envoyer au corps à corps. Le Neurolictor, c'est très décevant en termes de corps à corps. Ça a une 1 vue à 4, 7 PV, endurance 5. Une fois qu'il est au corps à corps, j'ai envie de lui dire qu'il est quasiment mort, malgré son nombre de PV et son 1 vue à 4. Les buffs qui sont octroyés par cette figurine sont trop importants pour être sacrifiés. Donc moi je trouve que la bonne chose à faire en fait, c'est de les mettre à portée, à 12 pas, de la bordure de l'objectif. C'est-à-dire que si votre adversaire vient prendre l'objectif, il sera obligé de faire un battle shock à votre phase de commandement. Et c'est en ça qu'ils sont très bons, parce que du coup ça va donner de la létalité en plus pour votre armée si l'adversaire rate le battle shock. Et pour moi, il faut les jouer vraiment que comme ça, ils sont non opératifs, donc peu importe si vous pouvez les cacher, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas les cacher, jouez sur les portées, votre adversaire aura beaucoup de difficultés à les tuer, et puis l'invue à 4 est extrêmement pénible, couplé au -1 à la touche. Donc cette unité est vraiment très pénible à tuer au tir, donc d'où l'intérêt de lui faire fuir le corps à corps. Il ne faut vraiment pas que cette unité se fasse attraper au corps à corps. Les Norn Emissary. Alors les Norn Emissary, j'étais initialement assez critique sur leur létalité, leur DPS, qui est très vrai, notamment le DPS même au tir. Objectivement, le tir pour quasiment 300 points, on est quand même dans quelque chose d'assez léger, mais ça apporte quand même des choses intéressantes. Déjà, c'est à mettre en comparaison avec un zoanthrope, parce qu'en fait, les zoanthropes, avec leur up en points, ils sont devenus très chers. Les zoanthropes, c'est très fragile, bien souvent vous tirez sur quelque chose, et si vous êtes à portée ou en ligne de vue de quelque chose, derrière, vous allez prendre vraiment très cher. Les Norn, elles, ont l'avantage de vouloir avancer sur la table de jeu pour se poser sur des objectifs. Alors, il faut quasiment toujours jouer avec la capacité qui donne au OC15 et le Finnopen pour augmenter la résistance de ces unités-là. En fait, et vous allez le voir tout à l'heure quand je vais vous expliquer la synergie de la liste, les deux Norn sont intéressantes pour pouvoir occuper deux objets. En général, votre adversaire va avoir une grosse ressource de létalité très importante dans son armée, et c'est bien souvent celle-là qui va pouvoir réellement menacer votre Norn. Alors, il faut savoir qu'une Norn en Nexus, c'est extrêmement solide. Vous êtes à portée d'un objectif, vous êtes donc en Finnopen A5 OC15, vous tapez sérieusement sur l'infanterie, donc vous allez réduire le OC adverse si l'adversaire vient vous chercher. Vous avez la faculté de désengager, tirer, charger, donc c'est extrêmement intéressant. Et vous avez surtout un -1 PA. Donc vous avez en Nexus le combo ultime de résistance tyrannide, à savoir un châssis endurance 11, 16 PV, sauvegarde à 2+, qui peut être passé en 1+, parce qu'en fait si vous avez de la PA en face, vous mettez l'armure of quantum tyrannide, ce qui réduit la DPA, et donc vous allez sauvegarder très bien sur votre sauvegarde. Et en plus de ça, vous avez un Finnopen. Et vous avez un OC15, et même si vous êtes en dégressif, vous avez toujours des options pour +1 touche, ce genre de choses, ce qui fait que votre Norn va vraiment être très compliqué à gérer pour votre adversaire. Donc typiquement les deux Norn, c'est vraiment un choix de liste pour occuper deux objectifs et pas plus. En fait, vous allez le voir quand je vais vous présenter la liste. La liste a un plan de jeu qui se joue uniquement sur deux objectifs. Alors deux objectifs, je parle au milieu, si vous en avez un, vous allez sécuriser celui-ci. Mais en gros, vraiment cette liste est construite pour capitaliser son primaire et jouer sur le secondaire, quitte à aller en fait empêcher l'adversaire de caper son primaire et de ainsi faire la différence sur la table de jeu. Donc les deux Norn émissaires, c'est clairement pour ça, c'est du gros ancrage qui va vous permettre, qui va obliger votre adversaire à traîner d'énormes ressources sur elle, au risque de ne pas les tuer. Il y a très peu d'unités dans le jeu qui peuvent sortir une Norn full PV et full combo, donc alors c'est pas intuable, attention, au tir ça peut mourir, ce genre de choses, mais c'est quand même extrêmement solide. Donc voilà, il s'agit vraiment de les cacher, vraiment. Faut pas que vos Norns se fassent découper au tir avant d'avoir leur Finnopen, parce que là c'est vraiment très dommage. Et de manière générale, il faut laisser les Norn Emissary sur les objectifs. C'est tentant des fois de l'envoyer
pour que votre adversaire doive la gérer, mais dès qu'elle n'a plus Fin Open, elle va mourir très rapidement. Donc attention notamment sur les match-ups de tir qui vont vous encourager à aller vers l'adversaire. Attention à ça parce que sa létalité est quand même très faible au regard de son coût en points. C'est vraiment la défense qui est très intéressante sur ces unités-là. Le pyrovore, lui, simplement un outil de retrait de couvert et d'occupation d'objectifs potentiellement une fois que tout est safe. C'est clairement le retrait du couvert qui est très intéressant parce qu'en fait on a les exocrines PA-3 qui vont pas faire taper les Terminators sur leur invu dans le cadre d'une Armure of Contempt. Donc c'est intéressant d'avoir un outil pour retirer le couvert à toutes ces figurines en 2+, qui peuvent avoir le couvert, je pense aux GK qui sont assez méta, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant d'avoir cette faculté de retrait de couvert dans une liste tyrannide, parce qu'un jour vous allez tomber sur quelqu'un qui aura une très grosse armure, et si vous n'avez pas fait la faculté d'ignorer le couvert, vous allez vraiment rebondir sur son armure. Ensuite, 2 Reaper Swarm en 2 unités de 1. Donc là, pareil, c'est du scoring, clairement. Vous les mettez en FEP tout le temps, et puis vous arrivez pour faire engage, téléporte au mur, des cleans, ces genres de choses. C'est clairement des unités qu'il faut surtout pas envoyer mourir bêtement. Il faut vraiment les utiliser quand au tour 2 ou au tour 3, vous allez potentiellement choper des objectifs de scoring. Et ben, ces 2 Reaper Swarm vont vous permettre de les réaliser un peu plus facilement. Ensuite, on a une unité de 3 guerriers tyrannides. Alors là, pareil, c'est 85 points. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, en Nexus, c'est une unité qui profite très bien des 3 améliorations. L'invue à 5 est très bonne sur eux. Le +1 à la touche également, parce qu'en fait, on a une unité qui full reroll touche, full reroll bless. Donc, on a 18 attaques, full reroll touche, full reroll bless. Bon, en général, ça fait son petit effet. Ça envoie une certaine dose de saturation stable. Donc, c'est une bonne unité. Il est possible de les remplacer par des Genestealers aussi pour avoir plutôt une agression sur les unités faibles adverses, donc typiquement des cultistes, ce genre de choses, pour pouvoir les sortir. Moi j'ai fait le choix de jouer plutôt des guerriers qui sont moins de projection, etc. Mais par contre qui ont un impact beaucoup plus important et un petit peu autonome vu qu'ils sont déjà synapses. Donc voilà, les 3 guerriers, faut pas en attendre, hein. C'est pas une unité qui va tuer 10 Terminators, clairement, mais c'est une unité qui pourra très très bien accompagner un prince tyrannide dans son agression, ou typiquement une Norne pour saturer un peu. Voilà, c'est une unité qui est évidemment assez faible, donc essayez de la faire avancer de couvert en couvert pour éviter qu'elle prenne la foudre au tir, voire potentiellement la faire arriver en attaque de flanc ou ce genre de choses. Ensuite, les zoanthropes, donc eux, très très bons en Nexus. Alors, on peut être tenté d'en jouer beaucoup. La réalité, c'est que cette unité est quand même désormais très chère pour ce qu'elle fait, et sans fiabilisateur, on est quand même dans quelque chose d'assez compliqué à jouer. En plus de ça, il y a quand même des invus en face, donc les gros décis, les décis dégâts peuvent quand même être un petit peu mis en échec par des invus un petit peu élevés. Donc je pense que c'est une très bonne unité toujours. Maintenant à jouer par 12, je pense que c'est beaucoup moins. Au début je les avais joués par 12 et rapidement on se retrouve avec des difficultés de prise de l'os, donc on s'expose beaucoup trop. Là où je trouve qu'un pack mis en réserve qui va arriver là où il faudra qu'il arrive, ça sera assez intéressant. Et en plus, bon voilà, il faut garder cette option-là pour pouvoir détruire les véhicules adverses. Donc en ça, les zoanthropes sont vraiment très très chouettes pour se débarrasser des grosses cibles adverses. Là aussi, le pyrovore avec le retrait de couvert est intéressant pour pouvoir vraiment être sûr de ne pas être mis en échec par des sauvegardes à 2+, à couvert, ce genre de choses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette liste. Alors, au niveau de la structure de jeu, je vous l'ai dit, je joue désormais beaucoup plus en tactique parce que j'ai quand même vraiment beaucoup d'outils pour le faire, que ce soit via les 3 lictors, via le pyrovore, les Reaper Swarm, pardon, et les biovores avec la Spormine. Donc j'ai vraiment beaucoup d'outils de scoring, donc j'ai assez peu d'objectifs. Ça peut être assez dur de me bloquer ma main parce que je peux quasiment tout réaliser assez facilement avec des arrivées, voilà, un petit peu. On va dire que le capturer l'avant-poste ennemi, le fait que je n'ai pas de gargouille, c'est peut-être là celui-là qui est un petit peu problématique parce qu'effectivement il va rapporter beaucoup, mais s'il arrive trop tôt, il est fort probable que je ne pourrais pas utiliser la ressource pour aller prendre l'objectif adverse. Mais globalement, tous les autres sont réalisables assez facilement. Donc c'est une liste qui joue très très bien le tactical. Au niveau de la stratégie, c'est toujours la même. En général, on a toujours 5 objectifs sur la table. Et bien en gros, le but de la liste, c'est d'en occuper un avec le biovore derrière et le neurotyran, pardon, avec les ormagontes en début de partie.
Et en fait, le but du jeu, ça va être de mettre les Nornes, une au milieu et une autre sur mon flanc fort, de manière à avoir vraiment, 2 ancrages complets sur l'objectif, les objectifs du milieu et forts pour moi. Et en fait, de jouer avec les Ormagones pour aller deny l'objectif chez l'adversaire. Les Ormagones ont une bonne allonge, donc ils peuvent très bien traverser quasiment la table sur un bon jet d'advance pour aller voler des points de l'adversaire. Donc en fait, c'est ça, c'est un jeu d'attaque-défense où en fait vous allez avoir les Ormagones qui vont chercher à être catapultés vers l'adversaire pour lui deny son primaire, et les Norn Emissary qui vont occuper les objets du centre et de mon flanc fort pour que moi je m'assure de mettre entre 10 et 15 points de primaire à quasiment tous les tours pour me permettre de gérer ce genre de déploiement. Dans le cadre des scénarios où il n'y a que 1 ou 2 objectifs dans le No Man's Land, dans ce cas-là, eh bien, en général, il y a une première Norn qui va être mise en avant, l'adversaire va devoir se casser les dents dessus, puis une deuxième potentiellement pour encore occuper le terrain. Donc voilà, tout ça fait que c'est une liste qui joue comme ça. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors, pour moi, le Tyrannide est un codex moyen, mais voilà, je trouve que la liste est intéressante. J'ai fait des tests au début avec, au lieu d'une Norn Emissary, des Malceptors, en enlevant une Exocrine. Enfin, j'ai fait des tests variables. La réalité, c'est que la flotte russe Nexus va avoir beaucoup de mal à affronter des armées qui vont avoir beaucoup de tirs anti-chars à grosse PA. J'entends grosse PA par une PA, on va dire, qui commence à -3. Tout ce qui est fuseur est extrêmement chiant parce que typiquement des RK avec plein de fuseurs, c'est un match-up qui est très compliqué parce que ça va taper très fort vos unités. Mais tout ce qui va avoir de grosses saturations APA -1 ou -2, on pense aux orques, aux GK, ce genre de choses, ça va être une catastrophe pour eux. Ils vont vraiment avoir beaucoup de difficultés à affronter ce type de liste, tout simplement parce que la Norn avec son OC15 rend la prise d'objectif très compliquée. Tout ce qui va saturer avec une PA faible va rebondir sur la sauvegarde à 2+, et en plus de ça, vous avez un film open derrière sur l'objectif, donc c'est vraiment très long à tuer. Et en fait, si vous arrivez à tenir tour 2, tour 3, en fait vous avez fait votre primaire, tour 4, après vous sécurisez le reste. Donc c'est vraiment une liste qui se joue comme ça, attaque-défense, avec une grosse prise de position dans l'Interland, et une agression rapide avec les Ormagones pour deny l'objectif adverse. Évidemment, c'est une liste qui a aussi tendance à enfoncer assez fort, parce que si votre adversaire commence à se louper sur les trades, ça peut arriver très facilement. C'est aussi l'enjeu de ces Norn Emissaries qui sont extrêmement tanky. C'est potentiellement votre adversaire vous envoie une ressource importante pour vous tuer votre Norn ne reste vivante, et bien là vous avez vos exocrines qui regardent l'objectif et qui attendent que vous désengagiez avec vos émissaires pour retirer et recharger derrière. Donc vous avez vraiment des opportunités comme ça pour pouvoir vraiment optimiser maximum vos unités. Donc voilà, en tout cas, pour moi les Norns c'est vraiment la clé de voûte de cette armée. Évidemment qu'on a quasiment 600 points d'armée qui sont orientés là-dessus, c'est important, mais vraiment c'est vraiment une unité qui a une faculté de tanking assez extraordinaire. Alors vous allez prendre très cher sur tout ce qui va typiquement vous blesser APA -2, ou alors ce qui fait très mal aussi, c'est toutes les capacités qui empêchent de dégrader les PA des armes, donc tout ce qui ignore les -1 dégâts, les -1 PA, ce genre de choses, c'est vraiment très gênant. A noter aussi que le Neurolictor sont intéressants. Je vous ai dit, gardez les Neurolictors à portée des objectifs, comme ça si votre adversaire en plus est Battle Shock, et en fait il va avoir en plus un -1 touche. Donc voilà, enfin tout ça, il faut vraiment synergiser ça comme ça. Je pense que vous avez compris le but de la liste. Mais globalement, c'est une liste qui me plaît bien à jouer. En plus, je trouve que c'est sympa, on joue pas mal de nouvelles figurines. Donc moi, je joue mon Neurotyran que j'adore, je joue les Zoanthropes que j'aime beaucoup. J'ai réussi en plus à rentrer des guerriers. Et les 2 Norns sont vraiment extraordinaires en termes de figurines, c'est vraiment très joli. Donc voilà, la liste tourne bien, moi j'en suis contente. J'ai l'impression que les match-up, il y a des match-up qui sont très difficiles, mais comme il y en a partout dans toutes les armées, et d'autres qui sont vraiment juste stat check en fait. Ce qu'on appelle le stat check, c'est-à-dire que l'armée en face, en me tirant dessus avec tout, va faire 4 PV à mes Norns, et après au corps à corps, en fait il pourra pas me la tuer. Et en fait, mathématiquement, je vais me poser sans peur sur les objectifs, et l'adversaire va rebondir.
il y a très peu de PA-3 au corps à corps. Alors il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu. En général, c'est des PA qui sont en général pas avec des forces, soit avec des forces extrêmement élevées, on parle notamment des points, des IK ou ces genres de choses, mais la PA-2 est vraiment la norme aujourd'hui. Donc en fait, avoir une 2+, qui décrèce la PA de 1, ça vous rend extrêmement solide sur ces attaques-là. Et évidemment, il faut un maximum jouer avec le couvert. La Norne a une jolie petite queue qui permet de la cacher pour pouvoir vous assurer d'avoir le couvert. Comme ça, c'est génial, ça vous permet d'avoir un +1 PA, un +1 sauvegarde en plus au tir en ayant le couvert. Donc vraiment, il faut jouer là-dessus. Et cette l'autruche en ça est plutôt pas mal. On dit aussi que les Nords ne tapent pas très fort, alors c'est vrai, attention quand même, parce que c'est des figurines qui envoient 10 attaques dégâts multiples. Si vous tapez sur des véhicules, c'est compliqué. En revanche, si vous tapez sur la masse, typiquement du Space Marine au dégâts 2, vous allez faire extrêmement mal, parce que vous êtes à 10 attaques dégâts 2 minimum, qui va toucher à 2+, reroll les 1, et qui va blesser à 3+, reroll les 1. Donc vous avez quand même vraiment une létalité là-dessus qui est intéressante. Et rappelez-vous, la faculté d'avoir plus en advance, etc. Tout ça peut bien se cumuler en fait. Sur un tour 1, vous mettez votre émissaire assez loin, vous calculez le fait qu'il vous faut un 12 de mouvement pour accéder à l'objet, et vous savez que vous êtes caché au tour 1. Si vous avez le tour 1, pouf, vous projetez tout de suite avec le +1 en advance. Donc voilà, tout ça fait que c'est une flotte rouge qui me plaît bien. Qui a du répondant, j'aime beaucoup le fait d'avoir une liste qui est à la fois corps à corps et tir, là où je trouve que l'invasion jouait vraiment beaucoup sur le tir. Donc voilà, moi j'aime bien cette flotte ruche, j'en suis vraiment contente. Donc voilà, je vous la partage dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. J'en ai donc terminé avec cette analyse de liste. Donc vous voyez, la liste, c'est celle-là. En tout cas, je vais l'emmener dans 2 tournois sur 2 jours prochainement au mois d'octobre. Il est possible que je fasse évoluer quelques trucs encore, mais globalement, la structure restera la même. Je suis encore en phase de test, j'ai pas encore arrêté vraiment une liste. Celle-ci me plaît bien, mais je l'ai pas encore arrêté réellement. Je pense que le Malceptor est intéressant en Nexus. C'est pas impossible que je reparte aussi sur un Trigon qui me plaît bien aussi en termes de punch. Les gargouilles restent bonnes, mais je trouve qu'en Nexus, vraiment, les Ormagons sont très intéressants. J'avais réfléchi également à des listes basées sur des Raveners ou des guerriers corps à corps. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses en Nexus à faire. Il y a la liste aussi Art of War qui a été faite par John Lennon qui met un maximum de monstres de tir pour se synergiser tous ces tirs avec la reroll des 1. C'est intéressant. Moi, je la voyais plutôt en Nexus, en invasion, cette flotte ruche. Je pense que c'est le désengagement tir-charge qui lui plaît bien dans cette flotte ruche-là, en plus de l'invue à 5 des exocrines. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, c'est ma liste, c'est la liste avec laquelle je me balade en ce moment sur TTS et avec laquelle je vais faire quelques tournois. Je suis aussi en pleine peinture, je vous ai mis quelques photos de mes unités peintes avec les nouvelles figurines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le format vous plaît. Il y en aura sans doute d'autres, je ferai sans doute une autre vidéo sur l'avant-garde et sur peut-être le Crusher Stampede aussi. Donc ça arrivera dans les prochains mois, semaines. Et puis bah écoutez, moi je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée, journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bisous tout le monde, à très bientôt. Bye bye.